Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à tous dans ce journal. Depuis l'arrivée du président Patrice Talon au pouvoir, plusieurs mesures sont prises par son gouvernement en vue de diminuer au mieux les dépenses de l'État. Des réformes qui suscitent beaucoup de spéculations. Vous suivrez l'analyse de Fréjus Serroin à ce sujet. Plénière hier à l'Assemblée nationale, les députés ont étudié le projet de loi portant règlement définitif du budget général de l'État gestion 2014. Condamnation de Jean-Pierre Bemba par la CPI, l'ancien vice-président congolais écope de 18 ans de prison. Les réactions à Kinshasa après le verdict de la Cour à suivre dans un instant. Merci de votre fidélité. Les députés ont étudié en plénière hier le projet de loi portant règlement définitif du budget général de l'État gestion 2014. Après présentation par la Commission des finances et échange de l'Assemblée nationale, la loi a été examinée et votée par les députés. Reportage. Ce projet de loi de règlement du budget définitif de l'État exercice 2014 a été présenté aux députés par la Commission des finances et échanges de l'Assemblée nationale que préside l'honorable Raphaël Akoteyan. Un rapport qui met en lumière les avis motivés de la Cour suprême sur la gestion faite de ce budget général de l'État exercice 2014. Une gestion qui ne respecte pas les normes en la matière. La parole aux députés après le rapport de la Commission a permis de comprendre l'amertume des honorables qui n'approuvent pas cette façon de gérer les fonds publics. Le budget n'a pas été voté par le Parlement. Ça, c'est un fait. Il a été exécuté avec des irrégularités fortes notées par la Chambre des comptes. Gonflement artificiel du tiers du budget antérieur. Le gonflement s'explique par le fait que le ministre des Finances a pris un arrêté pour bloquer l'exécution du budget antérieur. Et ça faisait 341 milliards. Et le gonflement artificiel, ça veut dire que ça s'ajoute à ce budget général 2014 et ils ont exécuté et sans justifier. Cela nous interpelle. Et Monsieur le Président, cela m'amène à m'interroger si le nouveau gouvernement est pertinent en supprimant les directions des ressources humaines. Je nous appelle à réfléchir. C'est vrai aussi que les hommes ne sont pas les mêmes et je voudrais recommander à l'équipe actuelle de faire un peu plus attention pour ne pas nous amener dans les mêmes travers. Pour ma part, je vais simplement dire que j'ai assisté pendant 10 ans à une gestion calamiteuse des finances de l'État. Le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadaï, présent à l'hémicycle, fera à la plénière les observations sur cette gestion du budget de l'État exercice 2014. Pour le ministre des Finances, la fin du mandat du régime précédent a été l'occasion d'une gestion des fonds qui a plus endetté notre pays. L'endettement du Bénin. Nous avons aujourd'hui à peu près 2200 milliards de dettes. Honorable député, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, entre janvier 2016 et mars 2016, le gouvernement précédent a signé des contrats qui ont conduit à augmenter l'endettement du Bénin pour plus de 1200 milliards. Comment est-ce qu'en 3 mois, on peut hypothéquer l'avenir de nos enfants en signant des contrats sur des investissements qui ne sont pas productifs immédiatement? Après une suspension, la plénière a repris l'examen de ce projet de loi de règlement définitif du budget général de l'État gestion 2014, article par article. Le vote enclenché a permis de constater l'adoption par les députés de cette loi de règlement définitif du budget de l'État exercice 2014. L'atelier prévu et qui devrait être consacré au rapport sur la COP 21 a été reporté. La plénière reprend jeudi après-midi. Le gouvernement de la rupture ne cesse de prendre des mesures pour réduire le train de vie de l'État et de faire des économies. Plusieurs actions ont été menées en quelques mois de gouvernance pour réduire les dépenses de l'État. Quelle analyse peut-on faire de cette politique du nouveau régime? La réponse dans ce commentaire de Fréjus Serroin.
Depuis le 6 avril 2016, avec Patrice Talon, le Bénin a l'air de nouvelles réformes qui induisent une réduction du train de vie de l'État. Le contexte oblige, le nouveau gouvernement a hérité de celui du président Boniaï de l'eau passif, dont le cas le plus significatif est la dette intérieure du Bénin, estimée à plusieurs milliers de milliards de francs CFA. Dès lors, la rationalisation des ressources de l'État devient un impératif pour le président et son gouvernement. Du coup, les mesures drastiques s'enchaînent. Diminution du nombre de portefeuilles ministériels, suppression de certains postes dans les ministères et de certaines institutions budgétivores, suppression de per diem, suppression de contrats avec les médias, suppression de certaines ambassades. En moins de 3 mois, ces mesures auront permis d'économiser plusieurs centaines de milliards au Bénin. Mais pour certains observateurs, le gouvernement peut mieux faire. Moi, je ne pense pas que c'est les meilleurs endroits. D'abord, la réduction devait commencer par le nombre de portefeuilles ministériels. Parce que passer de 28 ministres à 21, je ne vois pas encore trop de changements. Aujourd'hui, vous avez des véhicules V8, véhicules dans un pays comme le Bénin où nous n'avons pas de route, on n'en a pas besoin. Ce sont des véhicules qui coûtent près de 90 millions, 100 millions parfois, que l'administration béninoise utilise. Les véhicules administratifs continuent pas à circuler même hors mission. Vous les voyez après 18h30, également après 12h30 circuler sans que personne ne soit inquiété. Cependant, certaines décisions, à l'instar de la suppression des institutions budgétivores, sont justifiées. Si l'ambassade n'arrive pas à atteindre cet objectif économique, c'est-à-dire améliorer les échanges entre son pays et le pays hôte où il réside, où il exerce sa fonction, ce n'est pas intéressant. Et à partir de ce moment, ça fait des charges inutiles qu'on génère. Et quand on les supprime, on ne peut qu'applaudir. Si en général, la volonté de réforme du président Patrice Talon est appréciée, des doutes planent quant à l'endurance du chef de l'État de poursuivre ses actions dans le temps. C'est déjà une très bonne chose que de commencer, il faut l'encourager, mais je ne sais pas s'il va maintenir le cap, il va pouvoir maintenir le cap, parce que les premières résistances, je vais dire, viendront de l'administration, parce que toute situation irrégulière, il y a toujours des gens qui en jouissent. Donc quand il va commencer, ceux-là qui vont commencer par lui mettre les bâtons dans les roues, c'est encore les jouisseurs. Cette même politique de réduction du train de vie de l'État a amené le gouvernement à revoir à la baisse le budget de l'État exercice 2016. Le projet de loi de finances rectificative introduit à l'Assemblée nationale prévoit un collectif budgétaire de 1423,487 milliards de francs CFA, soit une réduction d'environ 130 milliards de francs CFA par rapport au budget initial. Le conseil communal d'Abomey-Calavi a ouvert ce mardi, hier donc, la deuxième session ordinaire de l'année 2016. D'importants points étaient à l'ordre du jour. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le maire Georges Bada dans la salle de conférence de la mairie. Horacia Djodji, Cyril Agbo. 23 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette deuxième session ordinaire de l'année 2016 du conseil communal d'Abomey-Calavi. Les conseillers communaux présents à cette session ont pour tâche d'étudier et d'adopter chacun de ces points. Et un accent particulier sera mis sur le compte administratif gestion 2015 élaboré par le maire selon les dispositions de la loi portant régime financier des communes. Cette exigence faite par le législateur sur la décentralisation permet de promouvoir la bonne gouvernance locale qui a pour principe fondamental de rendre compte de la gestion dont nous avons reçu mandat de la population. Car, comme le dit l'adage, qui gère pour autrui se doit de lui rendre compte. Plusieurs autres dossiers seront également étudiés au cours de cette session. Il s'agit par exemple de l'affectation des ressources du FADEC, gestion 2012 et 2015. Les problèmes d'inondation et d'insécurité ne seront pas occultés. Par ces derniers temps, notre commune, la commune d'Abomey-Calavi, connaît des pluies, des inondations et nous continuons à constater du doigt la réalité que vit notre population. Nous devons, dans un sursaut communal, dans un sursaut national, nous asseoir afin de donner des solutions solides à ce problème d'inondation
dans notre chère commune. Nous avons également le problème de l'insécurité. Nous aborderons également ces points. En surplus, le tout nouveau secrétaire général de la mairie, Sébastien Kinsiklounon, a été présenté aux conseillers communaux avant l'examen et l'adoption du rapport d'activité du maire, Georges Bada. Au registre éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat ont terminé ce soir même les compositions par différentes épreuves selon leurs séries respectives. Certains candidats du centre Bégamin de Cotonou ont livré leur impression au micro de Horacia Djodji et de Romaric Devoshi. Suivez plutôt. Je crois que ça a été un peu abordable aussi, ça a été aussi difficile. D'un côté parce que c'était pour la première fois, on n'était pas habitué à ce genre de trucs. Mais on va rendre grâce à Dieu. C'est pour la première fois qu'on compose le bac, on n'était pas habitué à ce genre de strict, comme ils étaient. À l'école, ils n'étaient pas aussi stricts que ça, quoi. Ici, ils étaient stricts, ils disent d'aller vite déposer les trucs, les affaires. Dans les matières de base, notre matière principale, maths, physique, c'est dans ça que j'ai rencontré beaucoup de difficultés en fait. Je crois que ça a prouvé en tout cas. Au regard de tout ce qui s'est passé, ça n'a pas été du tout mal quand même. Ça a été un peu facile plus que nos attentes. Donc, c'est pourquoi il y a ce sourire-là. Non, pas dans tout. On ne peut pas tout faire. Il y aura plus de réussite cette année que l'année passée. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Tout était parfait, l'heure, tout était exact. Il n'y a pas eu de retard ni de décalage, il n'y a pas eu d'incident, de problème, rien de tout ça. Et les épreuves aussi étaient plutôt abordables. Donc toi, tu n'as pas rencontré Bon, je peux dire physique, j'ai quelques problèmes, quelques soucis, mais à part ça... Ouais, ça prouve. J'aurai mon bac. Et on vient de finir l'examen et puis bon, en grâce quoi, c'est tout ce qu'on peut dire. L'élève moyen pouvait quand même s'en sortir et tout donc. En interactualité, l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba écope de 18 ans de prison pour les viols et meurtres commis par ces hommes en Centrafrique. La Cour pénale internationale CPI a rendu ce mardi sa plus lourde peine. Mais pour les Congolais, le verdict est décevant. On les écoute. Le verdict n'est pas correct, à notre sens, suivant la logique de la chose, parce que c'est une justice sélective et discriminatoire. Nous sommes déçus par le fait que la justice juste n'est pas administrée à la CPI. Au même moment, la Cour reconnaît que M. Bemba n'est pas le principal protagoniste de ce qui s'est passé à Bangui. Au même moment, on s'acharne à la personne de M. Bemba et on laisse de côté Patassé et Bozizé, avec tout ce qu'il y avait comme chaîne de commandement. Oui, vraiment surpris. Parce que comme on a dit, Bemba, chef hiérarchique de 8 armées. Parce que là-bas on avait dit qu'il y avait 8 armées. Et Bemba, chef hiérarchique de 8 armées, même de l'armée centrafricaine, ça sonne très mal. Pour nous, c'est vraiment de l'injustice internationale. Nous sommes vraiment surpris. Mais moi, je crois s'il y a des preuves probantes et assurantes qui approuvent que Jean-Pierre Bemba doit être coupable par rapport à ces actes posés, je crois que nul n'est au-dessus de la loi. Donc si la loi est dure, ça reste la loi. Donc s'il y a des preuves probantes et assurantes, je crois qu'il doit quand même purger les 18 ans fixés. Mais s'il n'y a pas vraiment de preuves probantes et assurantes, moi je crois qu'il faut recommencer les choses d'une manière juridique pour voir si réellement vraiment il est coupable. En tant que mon compatriote congolais, ça fait mal au cœur de purger encore 10 ans à l'AI. Mais au nom du droit, si le droit est déjà tranché, nul n'est au-dessus de la loi. C'est aussi une leçon à ceux qui aiment la violence. Vous voyez, à l'est du Congo, on est en train de violer, de tuer, de massacrer chaque jour. Cela aussi peut prendre Jean-Pierre Bemba comme modèle à la haie. Un jour, malgré les pouvoirs peuvent se terminer, quand ils seront là-bas, ils seront aussi traités de quelle manière? Et puis, la tension est retombée mardi à Bangui après une médiation de la mission des Nations Unies en Centrafrique pour mettre fin à une prise d'otage à l'origine de violences ayant fait plusieurs morts. 6 policiers ont été pris en otage depuis dimanche par un groupe d'autodéfense du PK5, le quartier musulman de Bangui. Mais ils ont
retrouvé leur liberté hier à la suite de négociations à temps appris de sources policières, suivant les explications de certains responsables de la sécurité publique. Bon, enfin, dans le quartier musulman du Pékin 5, il s'est passé des événements très malheureux et très dramatiques. Comme vous le savez, tout a commencé quand il y a eu un des groupes d'autodéfense donc, qui a eu à kidnapper donc, 5 policiers au niveau du commissariat parce qu'ils estimaient que quelque part les policiers et les gendarmes avaient arrêté certains de leurs camarades quand ils faisaient un exercice de vérification d'identité par rapport à des gens qui venaient de Bambari. Alors, quand ils ont fait le kidnapping, on est rentré en contact avec eux pour essayer quand même de leur faire comprendre que dans un état de droit, c'était quand même pas acceptable de prendre des forces de l'ordre en otage et de réclamer la libération de quelqu'un. Nous avons 6 policiers qui ont été kidnappés, dont un a été relaxé. Nous continuons de suivre cela de très près. Le message du président de la République, le message du chef du gouvernement est un message de fermeté. Nous demandons purement et simplement la libération de ces policiers qui ont été enlevés et nous nous réservons le droit, bien évidemment, de poursuivre les auteurs en justice parce que ce sont des actes hautement répréhensibles et il est hors de question que nous puissions laisser faire cela. Une vingtaine de véhicules ont été incendiés et des routes bloquées par des pierres et des pneus en feu dans la capitale sud-africaine, Pretoria, lundi et mardi. Une manifestation pour protester contre la nomination d'un candidat à la mairie pour les municipales d'août. Commentaire. Pretoria, la capitale sud-africaine, a enregistré en début de semaine des manifestations après la publication des noms des candidats du parti au pouvoir, le Congrès national africain, pour les élections du 3 août prochain. Les habitants de Chouane sont descendus dans la rue pour dénoncer la décision de l'ANC de positionner Toko Didiza comme candidat à la mairie au lieu de reconduire l'édile sortant Kosienso Ramogopa. À cet effet, la ministre sud-africaine de la Défense s'explique. Il s'agit de la capitale et nous n'allons pas laisser des anarchistes, des hooligans et des gangsters détourner ce qui est une source d'inquiétude pour les communautés. La détourner, la transformer en zone d'anarchie. La destruction des infrastructures n'est pas acceptable et ne peut être acceptée. Les agents d'application de la loi vont être en alerte 24 heures sur 24 jusqu'à ce que le calme soit revenu. Pretoria était donc le théâtre d'affrontements ce lundi. Au moins 19 bus ont été incendiés selon le ministre des Transports. La police a procédé à plusieurs arrestations et des suspects seront déférés probablement ce mercredi devant la justice. Pour des centaines de migrants cubains, le rêve américain s'arrête pour l'instant en Colombie. Ces migrants sont coincés depuis que plusieurs pays d'Amérique centrale ont fermé leurs frontières pour freiner le flux de migrants. Reportage. Yadira rêve que son bébé naisse aux États-Unis. Enceinte de 6 mois, elle vit sa grossesse au gré de son parcours de migrante. Après avoir quitté la Havane en novembre dernier, cette Cubaine de 24 ans a traversé la Guyane, le Brésil, le Pérou, l'Équateur et se retrouve finalement bloquée ici, en Colombie, depuis plusieurs semaines. Pour moi, ça a été difficile parce que j'ai perdu 3 bébés avant d'être enceinte pour la 4e fois avec celui-ci. Le trajet a été long, difficile. Je suis venue jusqu'ici et tout ce que je veux, c'est arriver à destination. Comme Yadira, environ 500 Cubains se trouvent actuellement dans ce port des Caraïbes. Ils ont quitté l'île communiste avec l'espoir de s'installer aux États-Unis. Washington octroie aux Cubains qui se trouvent déjà sur le sol américain des facilités d'immigration. Des facilités qu'ils ont peur de perdre avec le rapprochement entre les deux pays. Mais la traversée de l'Amérique centrale s'avère de plus en plus difficile. Le Panama, le Costa Rica et le Nicaragua ont récemment fermé leurs frontières pour freiner le flux de migrants. On part à cause des problèmes qu'il y a à Cuba, les besoins qu'il y a là-bas, de la nourriture aux problèmes politiques, ça ne fonctionne pas. Les Cubains ne sont pas les seuls sur la route de l'immigration. Plus de 1000 migrants haïtiens, africains ont débarqué dans cette commune entre mai et juin.
Les conditions de vie y sont précaires, le manque d'hygiène et la violence font partie du quotidien. Ce hangar attribué aux migrants cubains est selon la municipalité un moyen de les protéger. Ce sont des personnes vulnérables. Et comme dans toutes les villes de Colombie et peut-être du monde, il y a un certain niveau de délinquance ici. Nous ne voulons pas qu'ils soient victimes d'agressions, qu'ils soient blessés. Les maladies ont déjà causé des ravages. Certains n'atteignent même pas la côte et se noient en mer. Ils sont alors enterrés dans ce cimetière local, funeste destination finale pour ces migrants inconnus. Quant aux Cubains qui continuent d'arriver tous les jours, ils se disent simplement reconnaissants d'avoir un endroit où rester après l'éprouvante traversée qui leur a coûté toutes leurs économies et placent dans leurs prières l'espoir d'arriver un jour aux États-Unis. À Miami, un centre de soins est créé pour sauver les animaux sauvages, blessés ou orphelins. La plupart des animaux accueillis dans le centre sont des oiseaux de mer présentant des plaies causées par le matériel des pêcheurs comme les hameçons. Dans ce petit hôpital vétérinaire de Miami, Carla Zepeda voit passer certains des animaux les plus exotiques au monde. C'est sa danse nuptiale, donc si je lui présente un bâton, avec un peu de chance, il l'acceptera. Je vais prendre celui-là. Je lui montre un bâton et peut-être que ça va lui plaire ou pas. Avec un peu de chance, il va l'accepter et le placer dans le nid. Pépé est désormais un résident permanent ici. Comme 10 autres des pélicans bruns du centre, il est trop handicapé par ses blessures pour survivre à l'état sauvage. La plupart de ces oiseaux de mer sont arrivés ici avec des plaies causées par le matériel des pêcheurs, comme les hameçons. Les admissions du centre ne cessent d'augmenter. Avec plus de 2000 patients et plus de 100 espèces admises ici, le centre a battu l'an dernier un nouveau record. Ici, le personnel est aux petits soins. Ce bébé pivert est par exemple nourri toutes les heures. Là, je suis en train de lui donner des vers de farine. Ce sont des insectivores, donc il mange beaucoup de vers. Ces vers étaient vivants avant d'être découpés et morts. Mais lui, il est à l'âge où il peut les manger vivants. Et puis, c'est un bon mangeur. Pour les employés de ce centre créé il y a plus de 36 ans, l'augmentation du nombre de patients démontre une prise de conscience générale au sein de la population. Les gens ont désormais le réflexe de signaler les animaux blessés. En revanche, le commerce d'animaux exotiques est un fardeau difficile à porter. La plupart des gens veulent avoir des animaux exotiques comme animal de compagnie. Ils sont beaux, aux couleurs vives, et c'est un problème parce que la plupart de ces personnes ne savent pas comment s'en occuper. Parfois, quelqu'un se dit « je ne veux plus de cet oiseau » et je suis sûre qu'il se débrouillera très bien dans la nature. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec tous ces perroquets ou d'autres oiseaux qui ne sont pas natifs du sud de la Floride. Ce jour-là, l'un des oiseaux est remis en liberté. C'est l'un des plus grands succès du centre. 3 pélicans bruns sur 4 sont remis en liberté après avoir été soignés. Mais pour les employés, le travail continue. Il faut surtout éduquer le public sur la façon de s'occuper de ces animaux. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée à toutes et à tous.